Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Eh oui, c'est encore moi en train de faire un commentaire sur la vidéo de quelqu'un d'autre. OK? Donc, avant de commencer, OK, on va se dire une chose. J'ai fait une vidéo précédemment sur voilà, je faisais un commentaire sur une des vidéos de Sébastien Kouba parce que je n'étais pas d'accord avec un terme utilisé, notamment le fait que les splits aient un effet positif sur le dividende ou quoi que ce soit. Je ne me rappelle même plus. Donc, cette vidéo-là les réactions ont été assez mitigées parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ce n'était pas une critique sur la personne ou bien pour le travail de la personne. Au contraire, on se trompe tous et je pense que c'était important, par exemple, de rectifier ce petit élément-là. De toutes les façons, je suis le premier à faire des erreurs ici. D'accord? Donc, quand je vais parler de cette vidéo de Mathieu Louvet, d'accord, de la chaîne S'Investir, qui est une belle chaîne d'ailleurs, je ne m'attaque pas au travail de la personne. Et d'ailleurs même, je suis 100% d'accord avec le message qu'il véhicule, à savoir, si vous n'avez pas le temps, d'accord, d'investir, si vous n'avez pas le temps d'investir, que vous ne voulez pas faire du stock picking, ou bien vous ne savez pas comment ça marche, ou bien vous appréhendez les marchés financiers, la meilleure façon d'investir, c'est d'acheter des ETF. Ou bien même un seul ETF à la fin de la journée, parce que je ne pense pas que vous avez besoin de 400 000 ETF en portefeuille, mais ça, c'est un autre débat. C'est la meilleure façon d'investir pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. Je dis bien, même si vous ferez un minimum d'efforts, mais quand on compare par rapport au stock picking, l'effort est presque nul. Ok? Vous achetez juste, vous faites du DCA. L'essentiel, c'est de sélectionner le bon ETF. Ok, le bon ETF, il a quoi comme caractéristique? Déjà, premièrement, il faut qu'il ait été éprouvé par le temps. D'accord? Donc, généralement, on va sélectionner un ETF qui a au moins un historique de moins 20 à 30 ans par là. Vous voyez, par exemple, vous prenez un ETF Monde ou bien S&P 500 ou bien un ETF Monde. Restez tranquille. Vous prenez votre ETF Monde et vous mettez en DCA chaque mois la même somme ou bien plus, dépendamment de vous. Donc, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Mais vous faites juste ça. Donc, vous allez connaître des hauts, des bas, mais à la fin de la journée, vous serez mieux que quelqu'un qui essaye de faire du stock picking sans faire le travail nécessaire ou l'effort nécessaire, parce que ça demande de l'effort. Vous êtes en compétition avec des gens qui sont rémunérés pour faire du stock picking et qui n'arrivent pas à battre le marché pour X ou Y conditions, parce que ça, c'est un autre débat. OK? Donc, il est très important pour vous, d'accord, nouvel investisseur, sans connaissance, ne regardez pas les affaires de dividendes ni quoi que ce soit. Achetez un ETF et apprenez à investir. D'accord? Achetez un ETF et apprenez à investir. Donc, par rapport à ce que Mathieu dit sur la vidéo, le principe est simple. Les marchés sont efficients. D'accord? C'est la raison pour laquelle il est totalement, voilà, il est totalement même pas hors de question, mais il est totalement malvenu d'essayer de battre le marché alors que théoriquement, il est efficient. Et je dis bien théoriquement. D'accord? Donc, que d'essayer de battre le marché, on va faire simple. On va acheter le marché au complet, ça nous prendra moins de temps et on pourra au moins avoir la certitude d'une chose, c'est de faire au moins l'équivalent, d'avoir un rendement au moins équivalent à celui du marché, tout en sachant que celui qui essaye de faire le contraire, il y a de grandes chances qu'il se trompe. OK? Donc, c'est ça le principe. Donc, par rapport au marché efficient, moi, j'ai dit une chose, je ne crois pas à l'efficience des marchés. Pas du tout. Pour une seule raison, l'être humain n'est pas rationnel. Si vous pensez que l'être humain est rationnel, alors les marchés sont efficients. Si vous pensez que l'être humain n'est pas rationnel, alors le marché n'est pas efficient. D'accord? Vous pouvez avoir les mêmes informations, mais prendre des décisions totalement différentes. OK? Donc, le marché ne sera pas efficient. On prend encore l'allégorie de Monsieur le Marché, chapitre 8 de l'investisseur intelligent de Ben Graham. Donc, on vous donne l'allégorie de Monsieur le Marché qui est quelqu'un de maniaco-dépressif. Aujourd'hui, il se lève un matin, il vous vend du Apple avec un free cash flow yield de 10%. Et le lendemain matin, il va vous vendre une entreprise qui n'a aucun revenu, aucun bénéfice, mais il vous le vend cette entreprise-là peut-être à 700 milliards. Prenez un exemple. 700 milliards pour une entreprise qui n'a aucun revenu, aucun free cash flow, aucun net income. 700 milliards, tout simplement parce qu'ils ont peut-être trouvé la formule magique pour faire des rêves une réalité. Je vous prends un exemple simple, aussi bête que ça. Il y a des gens qui vont acheter cela. Notamment, vous allez voir ça avec les SPAC, les choses comme ça. Si l'être humain était rationnel, personne n'aurait jamais acheté un SPAC. Jamais de la vie. Je dis bien jamais de la vie. D'accord? Mais vu que l'être humain n'est pas rationnel et qu'il est régi par notamment
la peur et je dirais pas l'avarice, comment on appelle ça, comment on appelle encore ça? Le mot m'échappe, donc fear and greed. Donc greed ici ça veut dire quoi? Le mot m'échappe, donc pour ceux qui vont retrouver, tant mieux. Donc ici je peux m'aller faire greed, c'est quoi? Parfois je perds mes mots, je ne parle pas anglais, hein. Excusez-moi. Greed, donc on va le mettre ici en anglais, pour le mettre en français. L'avidité, d'accord? La gourmandise, ok? Donc l'être humain en bourse, il est régi par la peur ou la gourmandise ou l'avidité, d'accord? Donc, soit il est extrêmement optimiste, soit il est extrêmement pessimiste. Et en tant qu'investisseur, si vous faites du stock picking, votre rôle est de pouvoir déterminer quand est-ce qu'on est pessimiste et quand est-ce qu'on est optimiste. Et c'est en fonction de ces éléments-là que vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, tout en sachant que vous allez vous tromper la plupart du temps. On ne parle pas la plupart du temps, mais vous allez quand même vous tromper. Et le plus important, c'est de se tromper le moins possible. Donc, si vous vous trompez 40% du temps, vous êtes déjà assez correct aussi. D'accord? Donc, quand on regarde également cette vidéo-ci, je ne vais pas mettre la vidéo, hein, c'est juste pour vous montrer. Déjà, je recommande même cette vidéo à la fin de la journée. C'est toujours intéressant d'entendre un peu son point de vue par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais considéré l'investissement comme étant une science. C'est de l'art. Ce n'est pas une science. D'accord? C'est vraiment de l'art. Ce n'est pas une science. C'était une science, ça aurait été très, très facile. Donc, ça me fait toujours rire quand on essaie de vouloir... Bon, c'est bien, hein, d'accord, parce que c'est très bien, d'accord, parce qu'on n'a pas d'autres éléments pour pouvoir le faire. De manière empirique, d'expliquer l'évaluation, d'expliquer le rendement de quelqu'un par rapport... Par exemple, on prend le rendement de Warren Buffett, parce qu'il dit ici dans la vidéo qu'il y a certaines anomalies et certains stock pickers expliquent généralement le fait que ce soit possible en prenant exemple Warren Buffett. Et il dit que Warren Buffett n'est peut-être pas un bon exemple ici parce que Warren, d'accord, non seulement, je dis une chose, hein, non seulement il investit dans le non-côté peut être inefficient à hauteur de 35%, parce que le non-côté ici, ça veut dire que Warren Buffett, essentiellement, c'est son entreprise ici, c'est Berkshire Hathaway. Donc Berkshire Hathaway, c'est un conglomérat, c'est pas un fonds rectificatif. C'est un conglomérat, c'est-à-dire que c'est une entreprise c'est une entreprise dans laquelle vous retrouvez plusieurs entités. Et ces entités-là sont centrées autour d'une seule entité qui est Gecko. Gecko qui est la compagnie d'assurance. Et une compagnie d'assurance, c'est une entreprise, c'est une compagnie d'investissement. Okay? Donc son but ici, quand vous lui donnez un $100 pour vous protéger d'un risque futur, qu'est-ce qu'il fait avec le $100? Il va investir ce $100 quelque part. Et selon les règles, ici, il a le devoir de pouvoir maintenir un certain niveau en actifs extrêmement liquides. Donc, je ne sais pas combien, mais également, il peut les réinvestir. Également, il peut racheter des entreprises au complet. Acheter des entreprises au complet, c'est également investir. Hein? D'accord? Le but est d'acheter les meilleures entreprises à des prix minimes, tout en ayant une grosse probabilité de pouvoir bénéficier de la croissance future de ces entreprises-là. Notamment avec Sequenzi, qu'il a acheté à des prix vraiment défiant toute concurrence et qu'aujourd'hui, qui ramène à peu près, en termes de dividendes, à peu près plus que le prix qu'il a payé pour l'entreprise. D'accord? Donc, à la fin de la journée, on ne peut pas dire que ça puisse expliquer également les performances. Et de toutes les façons, il faut qu'on parle de quelque chose. Warren Buffett a cessé d'être je dirais, il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, on a Warren Buffett, l'allocateur de capital. Comment on le dit? Capital allocator. Je vais juste essayer de voir ceci parce que parfois, je dirais, c'est le gestionnaire c'est celui qui est chargé d'allouer le capital. D'accord? C'est-à-dire que toutes les entités qui sont au sein de Berkshire Hathaway, d'accord? Toutes ces entités-là, ce qu'il fait généralement, c'est que quand ces entités-là ont des free cash flow, lui, il est chargé de pouvoir redistribuer le free cash, de pouvoir allouer le free cash flow, soit pour faire des acquisitions, soit pour alimenter le segment le segment des investissements, donc le segment des investissements boursiers, parce que c'est un segment, hein. Franchement, c'est pas Warren Buffett qui prend de l'argent pour investir chaque mois. Donc, ça veut dire que si vous voulez comparer la performance de Warren Buffett par rapport au S&P 500, c'est pas en regardant Berkshire Hathaway. C'est en regardant la performance Warren Buffett, le stock picker. C'est en regardant la performance du portfolio d'investissement uniquement. OK? Donc, quand je vais regarder ici Berkshire Hathaway, je vois ici, je pense qu'on nous avait donné ici Berkshire Hathaway Galaxy. Donc, je vais juste mettre ça ici, juste vous montrer les entreprises qui sont dans ce portefeuille ici. Donc, je pense que Berkshire Hathaway division, donc on va mettre division ici, donc essayez de voir ici, il y avait un bon graphique ici à une certaine époque qui nous montrait les différentes entités de Berkshire Hathaway ici. Alors, on va prendre avec celui-ci. Donc, dans Berkshire Hathaway, vous retrouvez des éléments comme Gecko, comme Dairy Queen, comme Duracell, notamment avec Duracell, c'est très important. Essayez de voir comment est-ce qu'il a fait pour acheter Duracell.
vous allez vous rendre compte que l'entreprise dans laquelle il était investi, donc je ne me rappelle plus qui possédait Duracell, l'entreprise dans laquelle il était investi voulait, je pense que on lui a proposé soit de racheter ses actions ou bien de lui vendre soit de lui donner du cash ou bien de lui vendre une entité de l'entreprise. Donc, il a choisi de prendre l'entité de l'entreprise ici parce que ça allait, au niveau des taxes, ça allait être bénéfique pour lui parce que Warren Buffett, c'est également un génie des taxes. D'accord? Pour lui, s'il décide aujourd'hui de vendre ses actions de Coca-Cola, il va payer près de 4 milliards en taxes. 4 milliards, c'est presque le triple de ce qu'il a dépensé pour acheter du Coca-Cola. D'accord? Donc, il ne vend presque jamais parce que ce n'est pas bénéfique en termes de taxes. Donc, ici, vous allez voir les entreprises comme BNSF, comme Burlington Northern ou c'est Northern Santa Fe, un truc comme ça. Donc, c'est le railroad ici. Donc, c'est essentiellement le chemin de fer. Donc, vous allez voir Fruit of the Loom, Sea Candy, Berkshire Hathaway Energy, qui est la plus grosse compagnie d'énergie, qui est le plus gros utility aux États-Unis. Attention. Donc, c'est une entreprise, il y a énormément, c'est une galaxie d'entreprises centrée où il y a également NetJet. Donc, vous avez également des participations dans Heinz, des choses comme ça. Donc, faut faire attention. Il fait beaucoup de choses. Par exemple, si vous connaissez Business Wire, par exemple, si vous avez déjà vu des dépêches par rapport aux earnings ou bien aux acquisitions, vous allez voir que Business Wire ici, c'est une entreprise que Buffett possède. D'accord? Donc, il y a également Lubrizol, des choses comme ça. Genray, qui est une compagnie de réassurance. Donc, il y a énormément d'entreprises dans Berkshire Hathaway. Donc, ce n'est pas un fonds d'investissement. C'est un conglomérat à la fin de la journée centré sur Gecko. Donc, Gecko, quand vous payez des premiums, Gecko récupère cet argent-là, d'accord, et est chargé de pouvoir investir cet argent-là afin que quand vous allez venir réclamer, quand vous allez en réclamer parce que vous avez eu un problème, donc si vous avez un dommage et que Gecko doit absolument dédommager, donc vous avez compris. Donc si vous avez un problème plus tard, par exemple, assurance automobile, si vous faites un accident et que Gecko doit remplacer vos voitures parce que c'est une perte totale, c'est pas avec vos $100 que vous avez donné par mois qu'elle va acheter une nouvelle voiture. C'est peut-être avec le cash qu'elle a fait dans ces différentes entités qu'elle va payer votre nouvelle voiture. Donc, dit comme ça, c'est facile. D'accord? Donc, quand vous écoutez la vidéo, il a parlé du leverage. Dans ce qu'on appelle leverage ici, donc en se basant sur ce document-ci, d'accord, qui vient démystifier Warren Buffett succès, qui dit que Warren Buffett a étudié de l'effet de levier pour générer de l'alpha. Donc, sa performance s'explique par cet effet de levier-là. Mais de quel levier parle-t-on? Et ça, c'est le problème que j'ai avec cette affirmation-là. Parce que je dirais pas, quand vous répétez une mauvaise information plusieurs fois, ça peut devenir une vérité. Notamment pour ceux qui n'essayent pas d'aller vérifier. OK? Donc, quand vous lisez cet article-ci, le leverage dont on parle, c'est la capacité de Warren Buffett à pouvoir avoir de l'argent frais en continu. OK? De pouvoir avoir de l'argent frais en continu. Donc, il n'a pas les mêmes il n'est pas dans les mêmes conditions qu'un investisseur, qu'un gestionnaire de fonds lambda. Parce qu'il ne doit de l'argent à personne, dans le sens où personne ne lui donne son argent pour que Warren Buffett puisse investir pour lui. Et Warren Buffett, derrière, facture une commission. C'est pour ça que je dis que Warren Buffett, en tant que stock picker, essentiellement a arrêté d'exister depuis plusieurs années, depuis qu'il a commencé à racheter Gecko. Voilà. Je pense que Warren Buffett, avant, c'était un stock picker pur et simple. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu comme c'est un gérant d'entreprise. D'accord? Il est essentiellement là pour faire croire que le bénéfice net de Gecko, ou bien les free cash flow, ou bien les bénéfices nets de Berkshire Hathaway, c'est son rôle aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous voulez évaluer la performance de Warren Buffett, ce n'est pas en regardant l'entreprise, le price action de Berkshire Hathaway. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que vous allez voir la performance du portfolio de Warren Buffett. Et encore, je cherche même encore cette information-là. Donc, quand on parle de l'effet de levier ici, c'est le fait que Warren Buffett ait accès à un flot continu d'argent, de cash, notamment avec les premiums et également avec les free cash flow des différentes entités qui appartiennent à la galaxie Berkshire Hathaway. C'est ça le leverage. C'est pour ça qu'en période de baisse, il n'est pas stressé. Parce qu'un gestionnaire de portefeuille lambda, en période de stress, il y a des gens comme vous et moi qui allons aller taper à sa porte pour dire hey, « donne-moi mon argent ». Les marchés sont en train de baisser, je ne vais pas payer plus que ça. J'ai remarqué que le trimestre précédent, tu as perdu 50%. Non, donne-moi mon argent. Donc, ces gestionnaires-là,
vous facture une commission. Par exemple, ça peut être un 2-20, c'est-à-dire que 2% de frais de gestion, 20% de frais de performance. Et encore, il faudrait expliquer cela. D'accord? D'où l'importance, quand vous êtes un gestionnaire de portefeuille, d'avoir la bonne base d'investisseurs. Donc, ceux qui vont vous donner votre argent doivent avoir le même tempérament que vous. Warren Buffett, quand il était gestionnaire de portefeuille uniquement, ce qu'il faisait, il sélectionnait les gens qui voulaient lui donner de l'argent. Si vous n'avez pas le même tempérament que vous, il n'acceptait pas votre argent. Et encore, il ne vous facturait pas de frais de gestion. D'accord? Il vous facturait uniquement des frais de performance. Et encore une performance au-dessus, uniquement s'il battait le marché. D'accord? C'est-à-dire que si le marché fait 1%, d'accord, et que Warren Buffett fait 2%, il a battu le marché. Il se rémunère uniquement sur le différentiel, donc le 2 moins 1 ici. Donc, le marché a fait 1%, lui, il a fait 2%. C'est-à-dire qu'il a dépassé le marché de 1%. Il va se rémunérer à 20% de ce 1%-là. Ça donne à peu près 0,2%. Et encore, s'il ne bat pas le marché et que vos fonds baissent, par exemple, si vous lui avez donné $100 aujourd'hui et que ce $100, un an plus tard, ce $100 devient $110, d'accord, parce qu'il a fait 10% de performance, admettons qu'il n'y a pas de frais de gestion, 110% de performance, et que l'année suivante, Warren Buffett a perdu 20%. Donc, ça dit que le marché, vos $100 aujourd'hui valent aujourd'hui $88. Vos $110 valent aujourd'hui $88. Il fait ceci. Enfin, il faisait ceci, ce qu'on appelle généralement le high water mark. Tant que vous ne récupérez pas le $110 plus un bénéfice substantiel au-dessus, il ne se rémunère pas. Donc, ses intérêts sont alignés avec les intérêts des investisseurs. C'est ça qui faisait sa particularité. Donc, il n'était pas là pour vous faire de l'argent. Lui, il était là pour faire de la performance tout en sécurisant votre capital. D'accord? Et également, moi, je ne crois pas au fait que plus vous prenez de risques, plus votre rendement est élevé. C'est des bêtises. Ça, c'est ce truc de mathématiques uniquement. Un value investor, c'est quelqu'un qui veut prendre le moins de risques possible tout en générant le plus de rendement possible. Ah oui, c'est ce qu'on recherche avant tout. La protection du capital et la probabilité que la croissance du capital soit élevée par rapport au risque qu'on prend ici aujourd'hui. Et le risque en lui-même, c'est la perte permanente du capital. Je vous encourage à aller lire le livre comment il s'appelle encore, le livre de Howard Marks. Donc, Howard Marks, la chose la plus importante, je pense que dans les éditions Valor ou bien Dalloz, je pense bien que vous devez l'avoir ici. Donc, Howard Marks, la chose la plus importante, c'est The Most Important Thing, donc la chose la plus importante. C'est un livre qui parle des risques et il n'y a pas de mathématiques dedans, c'est très simple. Ça va vous donner une nouvelle perspective par rapport à ce qu'on appelle le risque réellement. Voici le livre, en fait, le livre s'appelle La chose la plus importante. Donc, vous allez retrouver ça aux éditions Valor. Je pense que c'est Valor ou bien c'est bien ça. Je me trompe toujours. Ou c'est Valor ou Dalloz. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Dalloz. Je pense que c'est édition Valor. C'est bien ça? Oui, c'est Valor édition. Donc, la chose la plus importante, c'est un excellent livre que les gens vont aller acheter des penny stocks à la fin de la journée. OK? Donc, on revient sur cette vidéo aussi. Et il a parlé d'un article qui explique le leverage de Warren Buffett. Et je vous ai dit ici que le leverage de Warren Buffett, c'est uniquement deux sources, c'est les premiums et les free cash flow qu'il reçoit. Et j'avais fait un commentaire sur cette vidéo il y a 1 an. Donc la vidéo en question, c'est celle-ci. Voici la vidéo où il parle de Warren Buffett en question. Donc la vidéo s'appelle ici... Pourquoi ne pas copier Warren Buffett et sa stratégie? Et puis d'ailleurs, je vous encourage vivement à ne pas copier Warren Buffett si vous n'êtes pas capable de faire le même travail que lui, parce que c'est quelqu'un qui lit énormément. Donc il serait totalement impossible de faire la même chose que lui sans faire à peu près le même travail que lui. Donc pour ceux qui pensent que le stock picking, c'est juste sélectionner les actions, avoir les dividendes croissants, etc., c'est tout. Alors, comme quelqu'un le disait souvent chez nous, quand tu penses que tu n'es pas en danger, quand tu penses que tu es en danger, c'est là où tu n'es pas en danger. Donc quand tu lis tes rapports financiers, tu sais où est-ce que se situe le risque et le danger. Mais quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Donc, quand tu ne lis pas tes rapports financiers, d'accord, et que tu penses que tout va bien, tu es en danger. Si tu as une action présentement, tu n'as jamais lu les rapports financiers, tu es en danger, mon ami. D'accord? Et si pour toi, c'est trop difficile de lire les rapports financiers, simple, va acheter un ETF, fais ce que Mathieu te recommande. Va acheter un ETF et reste tranquille. D'accord? Va acheter un ETF. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en danger sans le savoir? D'accord? Donc, ça date d'il y a 1 an, j'avais dit ceci.
Le point 3 est totalement faux et je m'explique. Le levier mentionné dans le white paper Buffett Alpha concerne le conglomérat Berkshire Hathaway uniquement et non la partie réservée aux investissements dont Warren Buffett n'utilise pas de levier pour acheter des actions, mais le free cash flow généré par l'ensemble des entreprises détenues par le conglomérat. Point. Je rajouterai que Berkshire n'est pas un fonds d'investissement, mais un conglomérat avec pour pièce maîtresse Geico, la compagnie d'assurance automobile. Donc, Warren ne facture rien à personne comme frais de gestion quand vous achetez du Berkshire, car c'est une action au même titre que Google. D'accord? Pour ceux qui ont du Berkshire Hathaway, demande, est-ce qu'on vous facture des frais de gestion parce qu'il y a eu de la surperformance? Répondons à cette question. Donc, Mathieu m'a répondu et je remercie d'avoir répondu, c'est une bonne chose. Il a dit ceci. Bonjour, l'effet de levier est bien utilisé pour la partie investissement et les frais sont ponctionnés sur le CA, ce qui réduit les bénéfices et donc la valorisation des actions. Ce n'est pas une facture directe, mais via la trésorerie de Berkshire Hathaway. Ok. Bro, moi je ne sais pas où tu as pris ça, hein. Entre-temps, j'ai essayé de vérifier. Peut-être que c'est moi qui suis fou, mais je pense que je ne suis toujours pas d'accord avec toi. OK? Donc, je réponds. Bonjour, merci pour votre réponse. J'imagine que pour arriver à cette conclusion, vous avez lu le document en question. Donc, sachant, présumant que c'est le cas, la formule utilisée pour calculer le levier ne vous a-t-elle pas semblé bizarre? Parce qu'effectivement, ce document-là, quand vous allez lire ce document et avant de le lire, s'il vous plaît, un grand café et mangez bien avant. Parce que franchement, les mathématiques qui sont à l'intérieur, ah mon Dieu, parfois je me pose la question si je devrais faire un CFA. D'accord? So, à la fin de la journée, soyez prêts à lire. Mais ça reste un document assez intéressant. Donc, je continue. De mémoire, je n'ai jamais vu où est-ce qu'on calcule un leverage ratio avec comme donnée variable la capitalisation boursière. Donc, vous allez voir que la donnée variable ici utilisée, c'est la capitalisation boursière. Donc, si cette capitalisation boursière-là varie, ça change littéralement le leverage. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas encore vu ça de ma vie. Donc, il suffit juste que la capitalisation boursière change à la hausse pour que ce ratio baisse drastiquement. Cette méthode de calcul est extrêmement questionnable au point où, en page 8, paragraphe 3, ah oui, on est précis. In any event, we note that our measure of leverage is subject to measurement noise. Donc, pour dire simple, cela implique, n'est-ce pas, que ça peut avoir des fausses conclusions. D'accord? Donc, faites attention. Eux-mêmes, ils vous le mentionnent. Donc, cela peut mener à des fausses conclusions comme ici. Si la méthode statistique utilisée est questionnable, la conclusion l'est d'autant. Et je précise, le véritable levier de Warren Buffett, c'est l'utilisation des primes d'assurance, float, profit après paiement et réclamation, perçus pour investir plutôt que l'emprunt d'argent pour investir. Donc ici, le leverage sous-entend qu'on emprunte de l'argent pour aller investir sur les marchés financiers. Or, ce n'est pas ça. Sachant que Berkshire est avant tout un assureur aujourd'hui en majorité, c'est le processus normal d'opération d'une compagnie d'assurance. C'est une compagnie d'investissement. Or, pour l'entendement populaire, et vous êtes vous-même tombé dans le piège, le levier correspond à l'utilisation d'une somme d'argent que l'on ne possède pas en partie ou en totalité. Aussi simple. Bon, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Notamment, je peux comprendre parce que parfois ici, quand vous recevez des notifications de Google, la première notification, vous allez la recevoir, mais si la personne répond après, parfois, vous ne recevez pas la notification directement. Donc, parfois, si, par exemple, moi, je n'ai pas répondu à vos messages ou bien je n'ai pas répondu à une question que je vous avais posée, c'est parce que je n'ai juste pas reçu la notification. Je l'ai compris bien plus tard, donc je m'excuse encore par rapport à ça. Donc, ça peut être la raison pour laquelle il ne m'a pas répondu. D'accord? Donc, le levier dont on parle ici, ce n'est pas un levier où je suis allé m'endetter, d'accord, pour générer de l'alpha. Non, pas du tout. Le levier, c'est parce que j'ai un flot continu d'argent. Et Warren Buffett a un problème aujourd'hui que vous et moi n'avons pas. Il a trop d'argent. Et avoir trop d'argent, c'est un problème. Il ne sait pas où est-ce qu'il doit mettre cet argent. C'est pour ça qu'il est encore plus patient que d'habitude. OK? Donc, quand vous regardez même ce document-là, vu qu'on parle d'efficience de marché, c'est une très bien. Donc, je vais aller directement ici pour aller prendre cette page-ci. Voilà, on va prendre ça, la partie ici. Ça, c'est le résumé, en fait, du document en question. Hein. What are the implications for investor and investment professional? Donc, on va juste prendre ça ici, on copie, on va sur DeepL, on va aller le coller directement, boum, copier-coller, on vient ici, on attend, on dit ceci. Cette étude suggère que les performances exceptionnelles de Buffett ne sont pas le résultat de la chance, oui, mais plutôt de l'adhésion constante au principe d'investissement de Graham et Dodd.
ok, qui mettent l'accent sur les expositions de valeur et de qualité. Donc, vous devez investir uniquement dans les entreprises de qualité achetées à bon prix. Ça vous rappelle quelque chose? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Enfin, parfois. D'accord? Donc, en conséquence, les auteurs fournissent un argument contre l'hypothèse de marché efficient. Bon, dit comme ça, je vous laisse aller vous-même vous documenter, aller lire le document en question. Donc, l'hypothèse des marchés financiers, les marchés efficients dont Mathieu parle ici, dans le même document qui mentionne par rapport au comment on appelle ça, l'effet de levier de Warren Buffett, etc., on souligne cette petite partie ici. Peut-être que c'est mal dit en français, donc on dit ici « The authors provide an argument against the efficient market hypothesis against ». Donc, à mon entendement, c'est contre. OK? Je ne pense pas que ce soit un mot différent. Donc, maintenant, en créant leur propre portefeuille d'investissement qui suivent l'exposition au marché de Berkshire et les thèmes de sélection active des actions, les auteurs constatent qu'ils sont en mesure d'obtenir des rendements comparables à ceux de Buffett après prise en compte des coûts de transaction. Ce résultat montre que les rendements extraordinaires de Buffett ne sont pas inexplicables. Ça n'a jamais été le cas. Ces rendements sont explicables. Comme je l'ai dit, c'est la qualité achetée à bon prix. Il exige une prévoyance et une cohérence qu'il serait très difficile pour un autre gestionnaire de fonds de reproduire. Prévoyance et cohérence, d'accord? Buffett a été en mesure de maintenir sa stratégie pendant plusieurs années de baisse et périodes de retrait sans avoir à recourir à des ventes en feu, donc des ventes forcées. Donc, comme je le disais, les gestionnaires de portefeuille qui ne battent pas le marché ont d'autres impératifs. Par exemple, quand ils font un mauvais trimestre ici, les investisseurs, ceux qui ont investi dans leur fonds vont réclamer leur argent. Or, c'est peut-être le pire moment pour vendre. OK? C'est peut-être le pire moment pour vendre. Ce qui veut dire que vous n'allez pas battre le marché parce que les gens vont vous forcer à sortir des entreprises dans lesquelles vous croyez peut-être, mais qui ont peut-être des problèmes temporaires en date d'aujourd'hui. Donc, qui sont peut-être en berne en date d'aujourd'hui, mais c'est de manière temporaire. Donc, faites attention par rapport à ça. Faites très, très attention par rapport à ça. Donc, le fait qu'un gestionnaire ne batte pas le marché, ça peut s'expliquer. C'est pour ça que le gestionnaire en lui-même, son rôle est de choisir qui doit investir avant tout dans son fonds. Il faut que la personne qui choisit d'investir dans un fonds d'investissement soit en connexion avec la stratégie d'investissement. OK? Parce que ce n'est pas quand tout va mal que vous devez vendre. Un gestionnaire de portefeuille ne devient pas un gestionnaire de portefeuille qui a eu du succès à long terme ne devient pas un mauvais gestionnaire subitement. Par exemple, la stratégie d'investissement de Cathie Wood, moi, personnellement, ça ne m'a jamais rien dit. Et dès le début, c'est quelque chose qui, selon moi, c'est bizarre. Elle peut avoir raison. Elle pourrait avoir raison. À court terme, elle a eu raison. Mais à long terme, est-ce que ce sera le cas? Je ne dirais pas qu'à long terme, il y a de grandes chances qu'elle n'ait pas raison. Mais moi, je n'investirai jamais dans ces ETF. Jamais de la vie. Je préfère encore acheter un ETF MOAT de Van Eck et je reste tranquille. Je dors sur mes deux oreilles. OK? Le MOAT de Van Eck investit uniquement dans des... Voilà, c'est un ETF, enfin, qui investit uniquement dans des entreprises d'excellente qualité qu'on appelle généralement des white moat, d'accord? Et l'action et la sélection se fait uniquement sur des entreprises qui sont décotées, d'accord? Donc ici, on a l'aspect qualité, donc le moat, et l'aspect valeur, le prix. La valeur, donc la valeur est différente du prix. Donc, ce n'est pas comme le S&P 500 qui est une question qui est... Donc, généralement, la sélection du S&P 500 se fait par rapport à la capitalisation boursière et également au fait que vous devez avoir, je ne sais pas combien de trimestres de bénéfices nets positifs. Donc, je pense que c'est un truc comme ça. Donc, moi ici, si je veux un ETF, c'est celui-ci. D'accord? Oui, les frais sont élevés par rapport à un ETF lambda. Mais, je sais une chose, c'est que les actions qui sont sélectionnées ici le sont sur deux conditions, notamment la qualité et deuxièmement, le prix. Les gens de Morningstar sont assez compétents, c'est un site que je recommande grandement, que j'utilise également. Donc, Morningstar est très reconnu pour son mode, d'accord, son wide mode, donc c'est sa notation mode, les choses comme ça. Donc, ils sont très reconnus pour ça. Et vous allez voir ici que quand vous regardez ce fonds-ci, vous allez voir, par le fonds, mais l'ETF en lui-même, vous allez voir ici les performances, le holding, je vous en ai déjà parlé. Donc, pour ceux qui recherchent un ETF ici de qualité, à mettre par exemple dans un CTO, sans vous casser la tête et à faire du stock picking, voilà un ETF que vous avez ici. Je ne suis peut-être pas d'accord avec toutes les sélections ici, mais vous avez du Kellogg, Viva System, Polaris, Gilead, Ecolab, BlackRock, Biogen, Microsoft, etc.
Vous avez énormément de belles entreprises ici. Oui, en réalité, c'est tourné vers les États-Unis, mais également, vous avez un qui est tourné vers je pense qu'ils ont un ETF qui est tourné vers l'international également. C'est pas parce que l'entreprise américaine qu'elle n'est pas internationale, hein. Attention, elle peut être investie dans plusieurs pays. Elle a des segments de 13,54, ce qui n'est pas mal. Mais ça, c'est juste depuis 2012. Hein. 2012, c'est 10 ans. Ça ne veut presque rien dire du tout. C'est la même chose ici. Quand on parle ici de Warren Buffett et qu'on veut comparer les résultats de Warren Buffett, en fait, si vous voulez évaluer la performance de Warren Buffett par rapport au S&P 500, ce n'est pas en regardant le prix de l'action Berkshire Hathaway. Il faut regarder le tangible book value, l'évolution des actifs tangibles nets par action par rapport à l'évolution du prix du S&P 500. Parce que c'est le combat de Warren Buffett de ce côté-là. Son rôle est de faire à ce que les free cash flow ou bien les net income soient de plus en plus croissants dans le temps. C'est ça son rôle, uniquement. Et pour le moment, il arrive à bien jouer, il arrive à bien jouer ce rôle-là. OK? Donc, vous pouvez voir ici que les free cash flow augmentent année après année, les net income augmentent année après année. OK? Et ici, au niveau vu qu'il ne paye pas de dividendes, ou presque pas du tout, il ne paye même pas de dividendes ici, il rachète juste des actions, vous allez voir que le tangible book value a l'habitude d'évoluer ici. Et pour une compagnie d'assurance, c'est très très bien. Or, Berkshire Hathaway ici est généralement évalué à des PER qui sont très très bas, et les PER ce sont ça ne prend pas en considération les free cash flow ici, hein. Et même si c'est une compagnie assez difficile à évaluer, c'est pour ça qu'il faut généralement, pour pouvoir l'évaluer ici, acheter là par rapport à ces tangible book value. Je pense que c'est généralement aux alentours de 1,3 fois les tangible book value en moyenne. Donc en date d'aujourd'hui, je pense qu'elle est correctement évaluée. Mais quand on regarde la performance, et encore, ça dépend de où est-ce qu'on va se situer. Parce que si je prends le S&P 500 ici, si je prends la performance de Berkshire Hathaway depuis, disons, on va mettre all ici. On va mettre ça là. Depuis, disons, je vais prendre ici à peu près, je prends les 20 dernières années. OK. On va essayer de mettre ici depuis à peu près 2008, dans le plus haut en 2008. Admettons que vous avez acheté Berkshire Hathaway et le S&P 500 au plus haut de 2008 ici, donc au niveau de la crise des subprimes par là. Admettons que vous avez acheté le plus haut de 2008 qui est situé peut-être à ce niveau-ci. Donc, je vais juste mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Donc, on remet ici. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, sensiblement pas ça. Mais bon, on est à peu près à ce niveau-là. Donc, la performance aujourd'hui serait si vous avez acheté Berkshire Hathaway au même niveau, d'accord, par rapport au tangible book value, vous avez triplé votre book value ici. Donc, le book value ici a triplé, alors que le S&P 500 a été multiplié par 2,8. Ce qui n'est pas mauvais également. Ça dépend de là où est-ce que vous allez vous situer. Si vous regardez sur les 20 dernières années, Berkshire Hathaway bat le S&P 500. Ça, c'est ce qu'on appelle le long terme. D'accord? Quand on prend sur les 10 dernières années, par rapport au mois d'août, hein, d'accord? Vous voyez bien que c'est le mois d'août. Vous voyez ici que le S&P 500, bat Berkshire Hathaway. OK? Quand on regarde sur les 5 dernières années, vous remarquez que c'est à peu près assez correct. Et on constate que si on avait fait ce calcul à peu près aux alentours, au mois de mars 2022, on aurait vu ici que le S&P 500, battait à peu près comment on appelle ça, battait Berkshire Hathaway. En termes de book value, bien sûr. OK? Donc, en termes d'évaluation ici, si on devait évaluer l'entreprise ici, hein, donc si on devait évaluer Berkshire Hathaway, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pas de comparer l'évolution du prix de l'action Berkshire Hathaway, parce que cette évolution, ce prix-là est sujet à plusieurs variations. Parce qu'à court terme, le marché est une machine à voter. D'accord? C'est le plus beau généralement qui gagne. Mais à long terme, c'est une machine à peser. Donc, c'est celui qui a des free cash flow ou des bénéfices nets stables et croissants dans le temps qui finit par gagner. OK? Donc, les variations du marché sur 10-5 ans peuvent être dues au fait que peut-être les actionnaires ici n'accordent pas, ne se rendent pas compte que Berkshire Hathaway est une excellente entreprise. Auquel cas, c'est la raison pour laquelle le prix est peut-être sous-évalué depuis cette période-là. OK? Il faut faire très attention par rapport à ça. On pourrait expliquer cela de plusieurs façons. Donc, c'est facile de dire que Warren Buffett ne bat pas le marché, mais son rôle n'est pas de battre le marché. Le rôle de Warren Buffett, c'est de, premièrement, gérer le liability de Berkshire Hathaway. D'accord? Et deuxièmement, de faire croître les bénéfices nets année après année. Et pour le moment, il remplit très bien son rôle. Et votre rôle ici, pour vous qui voulez investir dans Berkshire Hathaway, c'est d'acheter l'entreprise à un prix assez correct, à un niveau assez respectable, d'accord, à un prix inférieur à la valeur des actifs nets ou bien à un prix équivalent à la valeur des actifs nets de Berkshire Hathaway. OK? Donc, c'est ça votre rôle en tant qu'investisseur. Donc, comparer le prix de l'action pour pouvoir dire que Berkshire Hathaway ne bat pas le marché depuis plusieurs années, c'est très, très bête en fait. Ça n'a rien à voir.
Il faut regarder le book value en fait pour pouvoir juger cela. Soit à la fin de la journée, il ne bat pas le marché. Warren Buffett ne contrôle pas le prix d'une action. Il contrôle le day-to-day de l'entreprise. Donc, à peu près les investissements que l'entreprise va faire, à peu près l'allocation du capital, à peu près ici, voilà, la façon de pouvoir arranger la façon de pouvoir gérer le risque au niveau de l'activité d'assurance, mais également dans les différentes activités de l'entreprise, d'accord? Les différents segments de l'entreprise. Donc, ça peut être au niveau de Gecko, ça peut être au niveau de General Re, ça peut être au niveau de Berkshire Hathaway Energy. Ok, le portefeuille d'investissement, c'est une toute petite partie. Et s'il fallait même investir dans une compagnie ici en date d'aujourd'hui, j'aurais investi dans Berkshire Hathaway parce que en cas de crise, je sais une chose, c'est que cette entreprise est bien positionnée pour pouvoir sortir l'artillerie lourde et faire des acquisitions. Vous voyez que Warren Buffett n'achète pas beaucoup de choses, mais quand il décide d'acheter, il achète massivement. D'accord? Donc, quand vous allez comparer le tangible book value ici pour le mot de la fin, donc tangible book value ici per share, on va regarder ici l'évolution. Donc, je vais prendre ici le price to tangible book value. Donc, on va prendre le price to tangible book value ici pour voir à peu près son évolution dans le temps. On voit ça. Donc, price to tangible book value ici. Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui s'échange généralement en moyenne. Hein. Donc, on va prendre la moyenne ici. Alors, j'aime prendre la médiane. Hein. Donc, je vais prendre la médiane. Je préfère la médiane à la moyenne. Donc, vous allez voir ici que c'est une entreprise qui se négocie parfois à 2 fois en moyenne, à 2 fois les book value. 2 fois les tangible book value per share. Donc, si on prend 2 fois les tangible book value per share, ici, vu qu'on a un tangible book value ici per share aux alentours de $240, $244 000 à l'action. Attention, j'ai pris le A. Je n'ai pas pris le B. Donc, $244 000 à l'action, vous faites x2, ça donne $488 000 à l'action. Donc, si on prend la moyenne, d'accord, l'entreprise ici devrait s'échanger aux alentours de $488 000 l'action. Ça, c'est sur les 10 dernières années. Mais si on prend sur une longue période de temps, en tout cas la plus grosse qu'on ait ici, on se rend compte que le book value ici, la médiane est de 2.1. Donc, sur les 5 dernières années, la médiane est de combien? La médiane est de 1.9. Sur les 10 dernières années, la médiane ici est de 2. Donc, Berkshire Hathaway est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Simple à dire. OK? Mais attention. Investir, ce n'est pas juste se baser sur des chiffres. C'est lire les rapports financiers, comprendre ce que l'entreprise fait, quels sont les risques. Comme je vous l'ai dit tantôt, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. Donc, lisez les rapports financiers. Mais si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous êtes en danger et vous-même, vous ne le savez pas. Parce que pour le moment, tout va bien. Donc, on va se limiter ici. C'était une belle vidéo de Mathieu. On n'est peut-être pas d'accord. Le document en question, vous pouvez également le lire et dites-moi peut-être que moi, j'ai mal compris. Mais, encore une fois, Warren Buffett n'utilise pas d'effet de levier et il faut que ça cesse aujourd'hui. Il y a trop de désinformation dans la communauté francophone par rapport à Warren Buffett. D'accord? Et déjà, c'est Buffett avec 2 T, pas avec un seul T. D'accord? Donc, faites très attention. Je peux être très fanatique quand on parle de Warren Buffett à la fin de la journée. Si vous voulez apprendre à investir, lisez les legs financières. Écoutez-le. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais à la fin de la journée, son expérience prouve que c'est possible. Et pour pouvoir faire la même chose que lui, il faut avoir déjà une philosophie d'investissement qui se rapproche de la sienne et faire le même travail que lui. Donc, le même effort que lui. Et même quand vous allez faire le même effort que lui, vous allez à certains moments vous tromper. Notamment, il s'est trompé avec les airlines. Mais faites attention, il les a peut-être vendus au mauvais moment, mais ça peut également être dû pour des raisons de taxes. Donc, Warren Buffett, faites très attention au niveau des taxes. Il est très, très pointu. Et on ne parle jamais des taxes quand on investit. Mais les taxes sont très importantes. Ça peut être un élément déterminant pour décider d'investir ou pas. D'accord? Notamment pour ceux qui ont un PEA. Je vous comprends parfaitement. D'accord? Donc, au cas où on vous est taxé, vous allez peut-être demander un premium supplémentaire. Donc, c'est un élément important à prendre en considération. Donc, je m'arrête là. Comme d'habitude, je parle trop. Je ne suis en aucun cas contre Mathieu Louvet à la fin de la journée. Jamais de la vie. Ne copiez pas Warren Buffett, sauf si vous êtes capable de faire si vous êtes capable de fournir le même effort que lui. Donc, je ne suis peut-être pas d'accord sur la conclusion parce que je pense que cette conclusion était, à mon avis, un peu hâtive. Et je pense qu'à la fin de la journée, son message est clair et simple. Achetez des ETF et c'est exactement ça qu'il faut faire si vous n'avez pas le temps nécessaire. Donc, merci Mathieu, s'il te plaît. Donc, ne prends pas mal cette vidéo, d'accord? À la fin de la journée, je suis complètement d'accord avec toi sur le principe général des ETF, mais sur certains détails, on n'est pas d'accord. Et quand c'est Warren Buffett, là, par contre, s'il y a une critique, je me garde, mais pas que je me garde, je n'ai aucun droit de toutes les façons. Donc, quand il y a une critique, ça me pique un tout petit peu. Donc, parfois, je vais fouiller, mais ça ne m'enlève en rien la qualité de tes vidéos, ou bien la qualité de ton contenu, qui est déjà, comme je l'ai dit, je n'ai rien à dire. De toute façon, il est meilleur que le mien. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là,
Portez-vous bien. Merci.